Ma meilleure amie m'a dit de divorcer de mon mari parce qu'il était trop laid pour moi. Pendant ce temps, elle portait littéralement son parfum. Maud était assise dans ma cuisine, portant le parfum Tom Ford de mon mari, et me disait que je méritais mieux que quelqu'un qui lui ressemblait. Tu es belle, tu as du succès, tu pourrais avoir n'importe qui, a-t-elle dit en gesticulant avec ma tasse de café. Pourquoi te contenter de quelqu'un qui a l'air de s'être pris une brique en pleine figure? Le parfum était reconnaissable entre tous. Tobacco vanille, 50 € le flacon. Je l'avais acheté à Julien pour Noël dernier et il l'avait porté exactement 2 fois, une fois au réveillon du Nouvel An et une autre fois au dîner de son entreprise en mars. Mais voilà Maud, ma meilleure amie depuis 15 ans, absolument imprégnée de cette odeur un jeudi ordinaire de mai. Je n'ai rien dit à propos du parfum, j'ai juste souri et changé de sujet pour parler de son nouveau travail à la banque. Elle a cependant continué d'insister, ouvrant des profils Instagram d'hommes pris au hasard. Tiens, regarde ce gars de ma salle de sport, banquier d'affaires, 1,90 m, une mâchoire vraiment bien dessinée. Puis elle a commencé à énumérer les prétendus défauts de Julien. Le nez tordu à cause de la boxe, la cicatrice au-dessus du sourcil, les oreilles légèrement décollées, le fait qu'il ne mesure qu'1,75 m, tu pourrais avoir tellement mieux, Isaline. Je déteste te voir gâcher ta jeunesse avec lui. Ce que Maud ne savait pas, c'est que Julien et moi essayons d'avoir un bébé depuis 3 ans. La FIV a échoué 4 fois. Nous avons dépensé 75 000 €. Notre mariage était solide comme un roc, bâti sur un amour véritable. Pas sur les futilités superficielles qu'elle débitait. Julien n'est peut-être pas d'une beauté conventionnelle, mais il a tenu ma main à chaque injection, chaque test négatif, chaque épreuve. Il me faisait rire quand j'avais envie de disparaître. Il a appris à cuisiner 40 plats différents quand la dépression m'a coupé l'appétit. Il ne s'est jamais plaint du coup ni n'a suggéré que nous abandonnions. Ce soir-là, Julien est rentré à la maison sans son alliance, disant qu'elle était en train d'être ajustée. Dans son sac de sport, il y avait un ticket de caisse d'un supermarché pour un parfum, le même que portait Maud. Je l'ai su à ce moment-là, mais je n'ai confronté ni l'un ni l'autre. Au lieu de ça, j'ai commencé à élaborer un plan. Voyez-vous, Maud a toujours voulu ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Au lycée, elle a courtisé mon cavalier du bal de promo après que j'ai mentionné qu'il me plaisait. À l'université, elle a postulé pour mon stage après que j'ai été acceptée. Quand je me suis fiancée, elle s'est soudain mise à enchaîner les rendez-vous, désespérée de se marier avant moi. Toute son identité tournait autour de l'idée de me surpasser, alors je lui ai donné quelque chose à désirer vraiment. J'ai commencé à publier des choses sur le mari incroyable qu'était Julien. Pas des publications fausses, mais réelles. Des photos du voyage surprise à Bordeaux qu'il a réservé pour mon anniversaire, le bracelet Cartier qu'il a acheté quand j'ai été promue directrice régionale, les lettres manuscrites qu'il laissait sur mon oreiller chaque vendredi, des choses qui avaient toujours été vraies, mais que je gardais privées auparavant. Maud a commencé à m'envoyer des messages immédiatement. Ça doit être agréable. Certaines personnes ont toute la chance. Il n'avait jamais fait ça avant. Ce dernier message était intéressant. En l'espace d'une semaine, elle était ouvertement amère. Elle se plaignait que son petit ami, Kylian, ne faisait jamais de gestes romantiques. Elle a commencé à poser des questions spécifiques sur l'emploi du temps de Julien, ses préférences, ses restaurants favoris. Je répondais à tout honnêtement, sachant qu'elle prenait des notes. 2 semaines plus tard, Julien a avoué. Il s'est effondré en larmes dans notre chambre. Il a dit que Maud le harcelait depuis des mois. Ça a commencé par des messages innocents sur l'organisation de ma fête d'anniversaire surprise. Puis ça a escaladé, elle se montrait à sa salle de sport, à son bureau, au café où il allait chaque matin. Elle lui a dit que je le trompais avec mon collègue et a affirmé avoir des preuves, mais qu'elle ne les lui montrerait qu'en personne. Quand ils se sont rencontrés, elle a essayé de l'embrasser et il l'a repoussée. Mais elle s'était aspergée de son parfum qu'elle avait pris dans son sac de sport. Je suis tellement désolée, Isaline. J'aurais dû te le dire tout de suite. J'avais peur que tu la croies elle plutôt que moi. Je l'ai serré dans mes bras pendant qu'il pleurait et je lui ai dit que je savais déjà. C'est là que nous avons planifié le renouvellement de nos vœux.
Pas un vrai, juste une mise en scène. Nous l'avons annoncé à la soirée de mon entreprise, où Maud était mon invitée. 10 ans, ça mérite une célébration, ai-je annoncé devant 50 collègues, surtout après tout ce que nous avons surmonté. J'ai veillé à mentionner la date, le lieu, la robe de créateur, le budget de 18 000 €. Le visage de Maud est passé par 6 émotions différentes. Les 3 semaines suivantes ont été magnifiques. Elle envoyait constamment des messages, cherchant à obtenir des détails. À quelle heure? Qui était invité? Qu'est-ce que Julien allait porter? Où aurait lieu la lune de miel? Je lui donnais des miettes, juste assez pour maintenir son intérêt, mais jamais assez pour la satisfaire. La veille du faux renouvellement, elle a craqué. Elle m'a appelé en larmes. J'ai quelque chose à te dire sur Julien. Oh, ai-je dit en examinant ma manucure. Il a essayé de m'embrasser il y a 2 mois. Je ne voulais pas te blesser, mais tu es sur le point de renouveler tes vœux avec quelqu'un qui t'a trahi. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Maud, je sais tout. Les messages, le harcèlement à la salle de sport, le parfum que tu as pris dans son sac. Julien m'a tout raconté. Silence. Le silence au bout du fil a duré si longtemps que j'ai vérifié si l'appel n'avait pas été coupé. Puis, la voix de Maud est revenue, tremblante et larmoyante. Elle a demandé depuis combien de temps je savais, pourquoi j'avais monté toute cette histoire de renouvellement de vœux si je savais déjà tout. Je lui ai dit que Julien avait l'avoué il y a 2 semaines. J'avais besoin de voir jusqu'où elle irait avec ses mensonges sur le fait qu'il me trompait. Elle s'est mise à sangloter plus fort, demandant si le renouvellement était réel ou si j'avais tout inventé juste pour la tourmenter. J'ai dit que c'était entièrement faux, que nous n'avions jamais prévu de cérémonie réelle. Le lieu n'existait pas et la robe que j'avais décrite venait d'un magazine. Chaque détail que je lui avais fourni pendant ces 3 semaines était conçu pour lui faire montrer ses vraies couleurs. Elle a continué à pleurer, demandant pourquoi je n'avais pas pu simplement lui parler comme une adulte au lieu de jouer à des jeux. J'ai failli en rire, considérant qu'elle avait passé des mois à harceler mon mari et à mentir sur le fait que je le trompais. Sa voix a changé, devenant défensive et acérée. Elle a affirmé qu'elle essayait de me protéger d'un homme qui n'était pas assez bien pour moi. Elle a dit que tout le harcèlement envers Julien n'était qu'un test de loyauté pour voir s'il serait vraiment infidèle. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne l'avait jamais vraiment voulu, qu'elle me rendait service en vérifiant s'il resterait fidèle. J'ai ri à ce moment-là, car le désespoir dans sa voix rendait évident qu'elle le voulait vraiment et ne supportait pas le rejet. Elle a commencé à parler plus vite, disant que Julien avait flirté avec elle en premier, qu'il avait encouragé son attention en étant trop amical à ma fête d'anniversaire. Je l'ai coupé et lui ai dit que Julien m'avait tout raconté sur ses apparitions à la salle de sport, au bureau, au café du matin. Elle est restée silencieuse à nouveau pendant environ 10 secondes. Puis elle a essayé un angle différent, prétendant que j'avais toujours été compétitive avec elle et que je déformais la situation pour la faire paraître mauvaise. Elle a évoqué le lycée et l'université, disant que j'avais toujours agi comme si j'étais meilleure qu'elle. Je lui ai dit que notre amitié était terminée et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Mes mains tremblaient un peu pendant que je bloquais son numéro dans mes contacts. Ensuite, je suis allée sur Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux que nous partagions, et je l'ai bloqué partout. L'ensemble du processus a pris peut-être 5 minutes et m'a procuré une sensation étonnamment bonne, comme nettoyer une armoire remplie de vêtements que je ne porterai plus jamais. Julien est rentré environ 1 heure plus tard, apportant de la nourriture thaïlandaise de notre endroit préféré. Il a regardé mon visage et a demandé si j'avais parlé à Maud. J'ai hoché la tête et je lui ai tout raconté pendant que nous mangions du pad thaï directement dans les contenants sur notre canapé. Il a écouté sans interrompre, sa mâchoire se crispant de plus en plus quand je décrivais ses tentatives pour inverser l'histoire. Nous avons fini par regarder 3 épisodes d'une terrible émission de télé-réalité sur des gens qui achetaient des maisons qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Julien a gardé son bras autour de moi tout le temps et n'a pas mentionné Maud une seule fois. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 6 messages de Pascal me demandant si j'allais bien. Elle a dit que Maud l'avait appelée la nuit précédente en pleurant à propos d'un malentendu entre nous. Elle voulait savoir ce qui s'était passé car Maud agissait bizarrement et ne donnait pas de détails.
Je me suis assise dans mon lit et j'ai fait défiler l'historique de mon téléphone pour trouver les captures d'écran que Julien m'avait envoyées de ses aveux par SMS. Ensuite, j'ai ajouté des captures d'écran des messages que Maud lui avait envoyés au cours des derniers mois, ceux où elle posait des questions sur son emploi du temps, suggérait des rencontres, faisait des commentaires sur son eau de Cologne. J'ai envoyé toute la collection à Pascal avec un message disant que c'était ce qui s'était réellement passé. Elle a répondu en 2 minutes avec 4 émojis de visage choqué et un long texte s'excusant de m'avoir même questionné. Elle a dit que Maud cherchait des informations sur ma relation depuis des mois, posant des questions étranges et spécifiques pour savoir si Julien et moi semblions heureux ensemble, si nous nous disputions, quel était son emploi du temps. Pascal a dit qu'elle pensait que c'était juste de la curiosité amicale normale, mais que maintenant, cela semblait effrayant et calculé. Elle a demandé si j'avais besoin de quelque chose ou si je voulais prendre un café pour en parler. Je l'ai remerciée mais j'ai dit que j'avais besoin d'espace pour digérer la perte d'une amitié de 15 ans. Dans les jours qui ont suivi, 3 autres amies communes m'ont contacté pour savoir ce qui s'était passé. Chaque fois, je réalisais que Maud devait appeler tous ceux que nous connaissions pour tenter de contrôler le récit. J'ai décidé de dire la vérité à quiconque me le demanderait directement, mais je n'allais pas lancer une campagne contre elle. Cela ressemblait trop à des histoires de lycée et j'avais 32 ans avec de meilleures choses à faire. Joël du travail est passé à mon bureau le jeudi après-midi, a fermé la porte et s'est assise sur la chaise en face de mon bureau. Elle a dit qu'elle avait toujours pensé que Maud semblait envieuse de moi, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé que ça irait aussi loin. Puis elle m'a raconté que Maud avait fait des commentaires amers sur mon bracelet Cartier à la soirée de l'entreprise. Elle avait dit quelque chose comme « Certaines personnes reçoivent des bijoux chers pendant que d'autres ne reçoivent rien ». Joël s'est également souvenu que Maud posait des questions insistantes sur le voyage à Bordeaux, voulant savoir si Julien l'avait planifié seul ou si j'avais dû lui donner des indices. J'ai remercié Joël de m'avoir raconté et j'ai dit que ça aidait de savoir que d'autres personnes avaient remarqué le comportement de Maud. Ce soir-là, Julien est rentré à la maison l'air mal à l'aise. Il a dit que Clovis de son bureau l'avait pris à part cet après-midi. Clovis a dit qu'il avait vu Maud à la salle de sport plusieurs fois au cours des derniers mois. Elle traînait près de la zone d'entraînement habituelle de Julien, toujours bien habillée et portant un parfum fort. Clovis avait trouvé ça étrange à l'époque, mais il avait imaginé qu'elle y rencontrait peut-être quelqu'un. Il n'avait pas réalisé qu'elle harcelait activement Julien jusqu'à ce que l'histoire éclate. Julien semblait gêné d'en parler, comme s'il aurait dû le remarquer et faire quelque chose plus tôt. Je lui ai rappelé que Maud était douée pour la manipulation et qu'il avait géré la situation en la repoussant et en m'avouant tout. Une semaine après la confrontation téléphonique, mon portable a sonné avec le nom de Kylian à l'écran. Je n'ai pas répondu, car j'imaginais qu'il appelait à cause de Maud. Le téléphone de Julien a vibré 1 minute plus tard avec un message de Kylian demandant ce qui s'était passé. Kylian a dit que Maud était rentrée à la maison en pleurant le soir où je l'avais confrontée et n'expliquait pas pourquoi je ne lui parlais soudainement plus. Julien m'a regardé et a demandé s'il devait rappeler Kylian. J'ai hoché la tête et j'ai dit que Kylian méritait de savoir que sa petite amie harcelait un autre homme depuis des mois. Julien l'a appelé et a mis le haut-parleur. Il a tout expliqué depuis le début, comment Maud avait commencé avec des textos innocents sur l'organisation de mon anniversaire. Puis comment ça avait escaladé jusqu'à ses apparitions dans les endroits que Julien fréquentait régulièrement. Kylian est resté silencieux pendant toute l'explication. Puis il a demandé si Julien avait des preuves. Julien lui a envoyé des captures d'écran des messages de Maud, y compris ceux où elle essayait de le convaincre que j'étais infidèle. Kylian l'a remercié pour son honnêteté et a raccroché. Ce même soir, vers 23h, mon téléphone a commencé à sonner, affichant un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis un autre appel d'un numéro différent, puis un autre. J'ai écouté le premier message vocal et j'ai entendu Maud me supplier de la rappeler. Elle disait que Kylian l'avait quittée et qu'elle avait besoin que je lui dise que tout était un malentendu. Les autres messages vocaux étaient similaires. Sa voix devenait de plus en plus paniquée à chaque fois. Elle a appelé depuis 6 numéros différents au cours des 2 heures suivantes. Je n'ai répondu à aucun. Julien et moi étions assis sur le canapé, la regardant s'effondrer à travers des messages vocaux de plus en plus désespérés.
Au 10e appel, elle hurlait que j'avais ruiné sa vie pour rien, que j'étais une amie épouvantable, que je ne m'étais jamais vraiment soucié d'elle. J'ai supprimé chaque message vocal sans l'écouter jusqu'au bout. Le lendemain matin, j'ai appelé mon opérateur et j'ai complètement changé de numéro. 2 semaines plus tard, je suis entrée dans le café à 7h15 du matin. Julien s'y arrêtait toujours avant le travail pour prendre son café noir habituel et un muffin aux myrtilles. J'avais évité l'endroit depuis que tout était arrivé, mais j'avais besoin de beaucoup de caféine après une terrible nuit de sommeil. La cloche au-dessus de la porte a tinté et je l'ai vue immédiatement. Maud était assise à la table du coin près de la fenêtre, vêtue d'un pull gris et d'un jean. Ses cheveux semblaient sales et attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle s'était positionnée de manière à pouvoir voir la porte et ses yeux se sont posés sur moi à la seconde où je suis entrée. Mon estomac s'est noué, mais j'ai continué à marcher vers le comptoir. Elle s'est levée et s'est déplacée pour m'intercepter avant que je puisse commander. Son visage semblait bouffi comme si elle avait pleuré récemment. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé une main et je suis passée à côté d'elle pour passer ma commande. Le barista a noté ma commande d'un grand latte et j'ai payé sans regarder Maud, bien que je puisse la sentir rôder à 1 mètre derrière moi. Elle m'a suivi jusqu'à la zone de retrait et est restée là, se tordant les mains. Le barista a appelé mon nom et m'a tendu mon gobelet. Je me suis retournée pour partir, mais Maud s'est mise directement sur mon chemin. Ses yeux étaient rouges et larmoyants et elle semblait plus petite, d'une certaine manière, que dans mon souvenir. Elle a commencé à parler vite, disant qu'elle était vraiment désolée et qu'elle traversait une période difficile mentalement qui la faisait ne pas réfléchir clairement. Les mots sont sortis en un flot comme si elle les avait répétés. Elle a dit que la thérapie l'aidait à réaliser qu'elle avait agi de manière inappropriée et qu'elle voulait arranger les choses entre nous. J'ai pris une gorgée de mon latte et l'ai observée sans répondre. Elle a continué à parler de l'importance de notre amitié pour elle et du fait qu'elle avait commis de terribles erreurs, mais qu'elle espérait que je pourrais lui pardonner un jour. D'autres clients nous regardaient et le barista faisait semblant de nettoyer la machine à expresso tout en écoutant de toute évidence. J'ai posé mon gobelet sur le comptoir et j'ai regardé Maud droit dans les yeux pour la première fois. Je lui ai dit que 15 ans d'amitié m'avaient appris qu'elle voulait toujours ce que les autres avaient. Au lycée avec mon cavalier de bal, à l'université avec mon stage, maintenant avec mon mari. Elle avait toujours besoin de rivaliser au lieu de simplement se réjouir pour moi. J'ai dit que cette fois, elle était allée trop loin en essayant de détruire mon mariage avec des mensonges sur l'infidélité de Julien. Ma voix est restée calme mais ferme, et je me suis assurée de parler clairement pour qu'elle ne puisse pas mal interpréter. Le visage de Maud s'est décomposé et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle a pris une serviette sur le comptoir et l'a pressée contre ses yeux. Quand elle a relevé la tête, son mascara avait coulé en cercles sombres. Elle a dit que j'avais toujours été la belle et celle qui réussissait, et qu'elle voulait juste se sentir spéciale pour une fois. Elle a dit que me voir tout obtenir pendant qu'elle luttait la faisait se sentir inutile. Son petit ami Kylian ne faisait jamais de choses romantiques et voir Julien bien me traiter lui a fait réaliser ce qu'elle manquait. Elle a admis qu'elle s'était convaincue que si elle pouvait avoir ce que j'avais, peut-être qu'elle se sentirait enfin assez bien. L'aveu a flotté dans l'air entre nous et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Plus de colère, mais de la tristesse. Une tristesse profonde et réelle d'avoir gâché 15 ans avec quelqu'un qui me voyait comme une concurrente plutôt qu'une amie. Je lui ai dit que je comprenais le sentiment d'insuffisance, mais que cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait. J'ai dit que j'espérais qu'elle suivrait une thérapie et trouverait le bonheur, mais que nous ne pouvions plus être amis. Notre amitié était construite sur le fait qu'elle se comparait à moi, et ce n'était sain pour aucune de nous deux. Maud a tendu la main et a attrapé mon bras avant que je puisse me retourner. Ses doigts se sont agrippés à ma manche et m'ont tiré en arrière pour lui faire face. Elle a dit que Julien n'était même pas si génial et que je faisais une énorme erreur en le choisissant plutôt qu'elle. Sa voix est devenue plus forte et les autres clients ont définitivement entendu. Elle a dit que n'importe quelle femme voudrait un homme qui soit vraiment beau au lieu de quelqu'un avec un nez tordu et des oreilles décollées. Le commentaire a montré qu'elle n'avait toujours rien compris. La loyauté et l'amour importaient plus que n'importe quelle attraction superficielle sur laquelle elle basait ses relations. J'ai retiré mon bras de sa prise, j'ai pris mon latte et je me suis dirigée vers la porte sans rien dire de plus. Derrière moi,
je l'ai entendu appeler mon nom, mais j'ai poussé la porte et suis sortie sur le trottoir. L'air du matin était frais sur mon visage et j'ai pris une profonde inspiration. Quelque chose semblait plus léger dans ma poitrine, comme si j'avais porté un poids dont je ne réalisais pas l'existence. Cette amitié était morte depuis longtemps, mais j'avais été trop loyale pour l'admettre. La voiture de Julien s'est arrêtée au bord du trottoir 30 secondes plus tard. Il tournait dans le quartier en attendant mon message. Je suis montée, il a regardé mon visage et m'a demandé si ça allait. J'ai hoché la tête et lui ai dit de conduire. Nous sommes allés à l'autre bout de la ville, dans un café différent sur la rue de la République où aucun de nous n'était jamais allé. La semaine suivante au travail, j'ai remarqué que les gens agissaient bizarrement autour de moi. La conversation s'arrêtait quand j'entrais dans la salle de pause, des collègues me lançaient des regards compatissants dans le couloir. Le mercredi après-midi, Joëlle est passée à mon bureau et a fermé la porte. Elle s'est assise et a dit qu'elle devait me dire quelque chose. Maud appelait des amis communs et leur disait que je lui avais volé Julien. L'histoire que Maud répandait affirmait qu'elle et Julien sortaient ensemble en secret, que je l'avais découvert et que je l'avais séduit pour lui faire du mal. Joëlle a dit que cela semblait complètement fou, mais que certaines personnes semblaient y croire, ou du moins n'étaient pas sûres de la version à croire. J'ai failli rire tellement le mensonge était ridicule, mais j'ai ensuite réalisé que certaines personnes pourraient vraiment croire à son histoire. Maud était douée pour jouer la victime et pleurer sur commande. J'ai remercié Joëlle et j'ai demandé qui d'autre était au courant. Elle a listé 4 noms de notre groupe d'amis. 2 d'entre eux m'ont envoyé un message ce soir-là pour me demander si nous pouvions parler. J'ai répondu que j'expliquerais tout, mais que je devais le faire en personne avec tout le monde réuni. Pascal a organisé un dîner dans son appartement pour le vendredi soir. Elle a invité notre groupe d'amis principal et j'ai dit que j'amènerais Julien pour qu'il puisse expliquer ce qui s'était réellement passé. 4 personnes sont venues, ce qui était moins que ce que j'espérais, mais plus que ce que je craignais. Pascal et Joëlle me croyaient déjà. Les 2 autres étaient des amis que je connaissais depuis des années, mais ils semblaient mal à l'aise quand Julien et moi sommes arrivés. Nous nous sommes assis autour de la table de Pascal avec de la nourriture thaïlandaise. Julien a expliqué toute la chronologie, en commençant par les messages initiaux de Maud sur l'organisation de ma fête. Il a montré sur son téléphone les captures d'écran de ses messages, y compris ceux où elle prétendait que j'étais infidèle. Il a décrit ses apparitions à la salle de sport, au bureau et au café. Il a expliqué comment elle avait essayé de l'embrasser et comment il l'avait immédiatement repoussée avant de tout m'avouer. Une amie nommée Salomé a acquiescé et a dit que cela correspondait à ce qu'elle savait des schémas de comportement de Maud. L'autre ami, Mathurin, est resté silencieux et a joué avec sa nourriture. Après que Julien ait fini de parler, Mathurin a dit que Maud semblait sincèrement dévastée quand elle l'avait appelé. Il a dit que son histoire sur Julien qu'il avait mené en bateau semblait convaincante. J'ai pris mon téléphone et j'ai montré les chronologies côte à côte. Julien m'avait avoué 2 semaines après que Maud ait commencé à le harceler. Son comportement de harcèlement avait duré des mois avant qu'il ne me le dise. Les captures d'écran prouvaient qu'elle avait tout initié et qu'il l'avait repoussée. Mathurin a regardé les preuves et son visage a changé. Il s'est excusé d'avoir douté de moi et a dit qu'il aurait dû mieux savoir. Salomé a serré ma main de l'autre côté de la table. Mathurin est parti plus tôt, disant qu'il avait du travail le matin, mais je pouvais voir qu'il se sentait coupable. Julien a tenu ma main sous la table pendant le reste du dîner. Pascal a ouvert une bouteille de vin et nous avons parlé d'autre chose pour essayer de dissiper le malaise. Vers 22h, nous avons dit au revoir et sommes rentrés à la maison. Dans la voiture, Julien m'a rappelé que les gens qui ne me faisaient pas confiance après 15 ans n'étaient pas vraiment mes amis. 3 semaines après la confrontation avec Maud, j'étais assise dans le bureau de ma thérapeute un mardi après-midi gris. Je la voyais depuis 2 ans pour faire face aux difficultés de fertilité et à la dépression. Elle m'a demandé comment je gérais tout ce qui s'était passé avec Maud. J'ai commencé à parler du soulagement que je ressentais que l'amitié soit terminée, mais ma voix s'est brisée. Les larmes sont venues soudainement et je n'ai pas pu les arrêter. J'ai pleuré en réalisant que j'avais gâché 15 ans avec quelqu'un qui me voyait comme une concurrente plutôt qu'une véritable amie. Chaque souvenir semblait maintenant souillé.
Chaque moment où je pensais que nous partagions un lien authentique était en réalité elle se mesurant à moi. Ma thérapeute m'a tendu des mouchoirs et m'a laissé pleurer sans m'interrompre. Quand j'ai finalement arrêté, elle m'a demandé ce que j'avais appris de cette expérience. J'ai dit, j'ai appris que la loyauté compte plus que l'histoire, que certaines personnes ne peuvent pas être heureuses pour vous parce qu'elles sont trop occupées à être malheureuses avec elles-mêmes. Que je méritais des amis qui célébraient mon succès au lieu de m'en vouloir. Elle a hoché la tête et a dit que le deuil était approprié même en perdant quelque chose de malsain. Je faisais le deuil de l'amitié que je pensais avoir, pas de celle qui existait réellement. Cette distinction m'a aidé d'une certaine manière. Je suis sortie du cabinet en me sentant épuisée mais plus lucide qu'avant. J'ai conduit jusqu'à la maison, me sentant vide et en même temps plus légère. Julien était dans la cuisine en train de préparer le dîner quand je suis entrée. Il a levé les yeux de ses légumes et son visage s'est adouci d'inquiétude. J'ai posé mon sac sur le comptoir et je suis restée là 1 minute. Il a posé le couteau et est venu vers moi. Nous avons fini assis sur le canapé du salon avec de la nourriture chinoise entre nous. Je lui ai tout raconté sur la séance de thérapie et comment j'avais finalement pleuré la perte de Maude. Il a écouté sans interrompre et a tenu ma main. Puis il a commencé à parler de sa culpabilité de ne pas m'avoir dit immédiatement quand Maude l'avait approché pour la première fois. Sa voix s'est brisée quand il a dit qu'il avait peur que je croie ses mensonges sur son infidélité. Il a expliqué comment elle l'avait fait douter, se demandant si je lui ferais plus confiance qu'à ma meilleure amie de 15 ans. J'ai serré sa main et lui ai dit que je comprenais parfaitement. Maude était douée pour faire douter les gens d'eux-mêmes. Elle l'avait fait avec moi d'innombrables fois au fil des ans. Nous avons parlé jusqu'à minuit de notre mariage, des difficultés de la FIV et de comment sa trahison nous avait en quelque sorte rendus plus forts. Il a admis qu'il s'était senti soulagé quand tout était sorti, car garder le secret le rongeait de l'intérieur. J'ai dit que nous devions nous promettre de ne plus jamais garder de secret comme ça. Peu importe à quel point la vérité pouvait être inconfortable. Il a hoché la tête et m'a attiré contre lui. Nous nous sommes endormis sur le canapé, enlacés. 3 semaines plus tard, j'étais à mon bureau en train de vérifier des rapports trimestriels quand Pascal a frappé à la porte de mon bureau. Elle est entrée et a fermé la porte, ce qui signifiait qu'elle avait des ragots. J'ai sauvegardé ma feuille de calcul et j'ai levé les yeux. Elle s'est assise en face de moi et a sorti son téléphone. Apparemment, Maude avait été licenciée de son travail à la banque la semaine dernière. J'ai posé mon stylo et j'ai demandé ce qui s'était passé. Pascal m'a montré des captures d'écran d'un ami commun. Maude harcelait agressivement un homme au travail, même s'il lui avait dit qu'il n'était pas intéressé. Elle continuait à se présenter à son bureau, à lui envoyer des messages en dehors des heures de travail et à le suivre au déjeuner. Il l'a finalement signalé aux ressources humaines pour le mettre mal à l'aise. La banque a enquêté et a trouvé de multiples plaintes d'autres collègues concernant son comportement inapproprié. Elle a été licenciée sur le champ. J'ai regardé les captures d'écran, ressentant ce mélange étrange de satisfaction et de tristesse. Le schéma était si évident maintenant. Maude ne voulait pas Julien spécifiquement. Elle voulait juste ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Tout homme qui la rejetait devenait une obsession. J'ai remercié Pascal de m'avoir tenu au courant et elle est repartie travailler. Je suis restée là, pensant à la façon dont Maude détruisait sa propre vie par ses choix. Une partie de moi se sentait vengée que tout le monde puisse voir son comportement maintenant, mais je me sentais surtout triste de voir quelqu'un sombrer dans cette spirale d'autodestruction. Ce week-end, Julien et moi étions assis à la table de la cuisine avec des sites de voyage ouverts sur mon ordinateur portable. Nous parlions de faire un vrai voyage ensemble pour célébrer notre mariage. Pas le faux renouvellement de vœux, mais quelque chose de sincère pour nous reconnecter après des mois de stress. J'ai cliqué sur des photos de l'Italie et lui ai montré la côte amalfitaine. Il s'est penché sur mon épaule et a pointé un hôtel avec vue sur l'eau. Nous avons passé 2 heures à faire des recherches et à planifier. Finalement, nous avons réservé 2 semaines en Italie pour octobre. Les vols et les hôtels coûtaient plus que ce que nous dépensions habituellement, mais cela semblait en valoir la peine. Nous avions besoin de ce temps loin de tout. Julien a imprimé les emails de confirmation et les a collés sur notre réfrigérateur.
Chaque fois que je les voyais dans les jours suivants, je me sentais enthousiaste pour quelque chose pour la première fois depuis des mois. Le mardi matin, ma patronne m'a appelé dans son bureau. J'ai marché dans le couloir en me demandant si j'avais fait une erreur dans les rapports régionaux. Elle souriait quand je suis entrée, ce qui était un bon signe. Elle m'a offert le poste de vice-présidente pour la région Sud-Est. La promotion signifiait une énorme augmentation de salaire, mais aussi un déménagement à Lyon. Je suis restée là, stupéfaite, pendant 1 minute. Elle a dit que je pouvais prendre 1 semaine pour y réfléchir et en discuter avec Julien. Je l'ai remercié et je suis retournée à mon bureau comme dans un rêve. J'ai appelé Julien de mon bureau et lui ai parlé de l'offre. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit que nous devrions en parler correctement quand il rentrerait du travail. Ce soir-là, nous avons commandé une pizza et avons étalé une carte de France sur notre table basse. Nous avons discuté de tous les avantages et inconvénients. L'avancement de carrière était incroyable pour moi. Julien pourrait probablement trouver un emploi dans des entreprises technologiques de la région lyonnaise, mais partir signifiait tout recommencer à zéro. Nouvelle ville, nouveaux amis, tout était nouveau. Nous sommes restés éveillés jusqu'après minuit à débattre. Finalement, vers 1h du matin, Julien a dit que nous avions peut-être besoin de ce nouveau départ. Rester à Paris signifiait tomber constamment sur Maud ou sur des gens qui croyaient à ses mensonges. Lyon nous offrait une rupture nette avec tout ce désordre social. Je l'ai regardé par-dessus la boîte de pizza et j'ai réalisé qu'il avait raison. Nous avions besoin de distance par rapport à toute cette situation. J'ai appelé ma patronne le lendemain matin et j'ai accepté la promotion. 8 semaines après la confrontation avec Maud, je travaillais tard à mon bureau, terminant des projets avant le déménagement. Mon téléphone a sonné et j'ai vu que c'était la sécurité du rez-de-chaussée. Le gardien a dit qu'une certaine Maud était dans le hall et demandait à me voir. Mon estomac s'est noué. J'ai failli dire de la renvoyer, mais la curiosité l'a emporté. J'ai dit que je descendrais pour 10 minutes. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall et je l'ai vue assise sur l'un des canapés en cuir près de l'entrée. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux étaient sales et tirés en arrière, de profondes cernes sous les yeux. Elle avait perdu du poids d'une mauvaise manière. Elle s'est levée quand elle m'a vue et ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Je suis restée à plusieurs mètres de distance, les bras croisés. Elle a commencé à parler vite, disant qu'elle était vraiment désolée, que je lui manquais et si nous pouvions s'il vous plaît juste parler. Elle a dit qu'elle avait besoin de retrouver sa meilleure amie. Je l'ai laissé finir puis j'ai dit doucement mais fermement que je ne pouvais plus lui faire confiance. Notre amitié était terminée de façon permanente. Elle s'est mise à sangloter là, dans le hall. Les gens qui passaient nous regardaient. Elle m'a supplié de lui donner une autre chance. Elle a dit qu'elle était en thérapie maintenant et qu'elle travaillait sur ses problèmes. J'ai ressenti une pitié sincère en la voyant s'effondrer, mais j'ai aussi ressenti un énorme sentiment de soulagement. M'éloigner de cette dynamique toxique était le bon choix. Je lui ai dit que j'espérais que la thérapie l'aiderait, mais que c'était fini entre nous. Elle a essayé d'attraper mon bras et j'ai reculé. J'ai dit au revoir et je me suis retournée vers les ascenseurs. Elle pleurait encore quand les portes se sont fermées. Je suis remontée en sachant que c'était probablement la dernière fois que je la verrais. Ce soir-là, Julien est rentré du travail et m'a trouvée assise sur le canapé, entourée de cartons à moitié faits. J'avais déjà commencé à sortir les livres des étagères et à emballer nos photos de mariage dans du papier journal. Il a posé son sac à la porte et s'est assis à côté de moi sans rien dire. Nous nous sommes juste regardés pendant 1 minute. Puis il a pris un rouleau de ruban adhésif et a commencé à fermer les cartons pendant que je les étiquetais. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à minuit, démontant notre vie dans cette ville, pièce par pièce. Chaque objet que nous emballions semblait fermer une porte sur la situation avec Maud et tout ce qui allait avec. Julien a trouvé la tasse de café qu'elle avait utilisée ce matin de mai où tout a commencé. Il l'a tenue et a demandé si je voulais la garder. Je la lui ai prise et l'ai jetée dans le sac poubelle. Nous avons commandé une pizza vers 22h et avons mangé assis par terre au milieu des piles de cartons. Julien a dit qu'il était enthousiaste à l'idée d'aller à Lyon, qu'il regardait déjà les entreprises technologiques en ligne.
Je lui ai dit que j'étais prête à laisser tout ce drame derrière moi et à repartir à zéro quelque part où personne ne connaissait notre histoire. Nous nous sommes endormis cette nuit-là sur le canapé car nous avions déjà emballé notre literie. 3 mois plus tard, nous sommes entrés dans Lyon un samedi matin ensoleillé, avec toutes nos affaires dans un camion de déménagement derrière nous. La ville s'étendait devant nous avec la Saône et le Rhône qui scintillaient. J'ai ressenti une vague d'excitation en regardant tout cela. Nous avons trouvé notre nouvel immeuble sur une colline escarpée avec vue sur la ville depuis la fenêtre du salon. Julien et moi avons passé toute la première semaine à explorer différents quartiers et à manger dans des restaurants au hasard dont nous n'avions jamais entendu parler. L'énergie ici était complètement différente de celle de Paris. Les gens semblaient plus concentrés sur leur propre vie plutôt que de bavarder sur celle des autres. En 2 semaines, Julien a été embauché dans une start-up technologique du quartier de la Part-Dieu. Il est rentré ce vendredi-là avec la lettre d'offre et nous avons célébré en prenant le funiculaire jusqu'à Fourvière et en mangeant dans un petit bouchon lyonnais. J'ai commencé mon rôle de vice-présidente un lundi matin début septembre. Mon nouveau bureau était au 14e étage avec des fenêtres donnant sur la ville. L'équipe que j'ai héritée était plus petite que l'ancienne, mais tout le monde semblait compétent et professionnel. Pendant ma première semaine, j'ai eu des entretiens individuels avec chaque personne qui me rapportait. Personne n'a posé de questions sur ma vie personnelle au-delà de conversations de base sur d'où je venais. Personne ne connaissait Maud ou tout le désordre avec Julien. Je pouvais simplement être la nouvelle VP sans porter tout ce bagage social. Le soulagement de cela était énorme. Je pouvais me concentrer entièrement sur le travail sans me demander si les gens chuchotaient sur moi ou prenaient parti. Ma patronne m'a emmené déjeuner ce premier vendredi et a dit qu'elle était impressionnée par la rapidité avec laquelle je m'adaptais. Je l'ai remerciée et j'étais sincère, car cette opportunité de travail m'avait donné une voie de sortie d'une situation toxique. Julien et moi avons trouvé une clinique de fertilité dans le quartier de la Presqu'île, spécialisée dans les cas difficiles. La docteure était une femme dans la cinquantaine qui avait fait des recherches sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ne répondent pas bien au protocole de FIV standard. Elle a examiné tous nos dossiers médicaux des 3 dernières années et les 4 tentatives infructueuses. Puis elle a expliqué qu'il y avait une approche différente que nous pourrions essayer, en ajustant les doses de médicaments en fonction d'analyses de sang quotidiennes plutôt que d'un calendrier fixe. Elle a dit que c'était plus intensif et nécessitait de venir chaque matin pour un suivi, mais que les taux de réussite pour des gens comme nous étaient meilleurs. Julien et moi étions assis dans son bureau à regarder les statistiques qu'elle nous montrait. Les chiffres étaient encourageants, mais nous avions été déçus tant de fois auparavant. Elle nous a dit de prendre quelques semaines pour réfléchir et décider si nous voulions essayer à nouveau. Nous avons passé le mois suivant à discuter de faire un autre cycle de FIV ou de commencer à envisager l'adoption. Julien a fait des recherches en ligne sur les agences d'adoption et les programmes de famille d'accueil. Il a fait des feuilles de calcul comparant différentes options et leurs exigences. J'ai apprécié qu'il planifie les 2 possibilités plutôt que de mettre tous nos espoirs dans une seule voie. Finalement, nous avons décidé d'essayer le nouveau protocole une dernière fois, car nous nous demanderions toujours si cela aurait pu fonctionner, mais nous avons aussi convenu que si ce cycle échouait, nous nous tournerions sérieusement vers l'adoption. Au lieu de continuer avec plus de FIV, Julien a trouvé 3 agences d'adoption dans la région et a demandé des dossiers d'information à toutes. Avoir ce plan de secours a rendu la décision d'essayer à nouveau moins désespérée. Nous ne parions pas tout sur cette seule tentative. Nous nous donnions une chance de plus d'avoir un enfant biologique tout en reconnaissant d'autres voies pour construire notre famille. 4 mois après avoir quitté Paris, Pascal est venu nous rendre visite pour un long week-end. Je suis allée la chercher à l'aéroport un vendredi après-midi et nous sommes retournés à notre appartement à travers les embouteillages de l'heure de pointe. Elle a adoré notre appartement et a passé 20 minutes à prendre des photos de la vue depuis notre balcon. Ce soir-là, au dîner dans un restaurant thaïlandais de notre quartier, elle m'a raconté ce qui se passait à Paris. Maud était retournée dans sa ville natale en province après avoir été expulsée de son appartement. Apparemment, elle avait été licenciée de son travail à la banque des mois auparavant, mais elle avait continué à faire semblant d'y travailler encore. Elle avait aussi perdu la plupart de ses amis restants après qu'ils aient découvert qu'elle harcelait un autre homme marié de la salle de sport.
Pascal a dit que le schéma se répétait simplement jusqu'à ce que les gens en aient assez du drame et la coupe de leur vie. Elle avait essayé de contacter Pascal plusieurs fois pour poser des questions sur moi et Julien, mais Pascal n'a jamais répondu. Entendre tout cela m'a fait une drôle d'impression. Une partie de moi était triste pour quelqu'un que j'avais connu pendant 15 ans et qui avait essentiellement détruit sa propre vie. Mais une autre partie reconnaissait que c'était les conséquences des propres choix de Maud. Pascal et moi avons passé le samedi à nous promener et à explorer le Vieux-Lyon comme des touristes. Nous avons pris un café dans un endroit avec vue sur la ville et avons parlé de tout sauf de Maud. Elle m'a parlé de sa nouvelle relation avec un homme de son entreprise et de la différence que cela faisait d'être avec quelqu'un d'émotionnellement disponible. Je lui ai parlé de mon nouveau travail et de combien j'aimais vivre ici. Le dimanche, nous avons fait une promenade dans le parc de la Tête d'Or. Sur le chemin du retour, Pascal a dit qu'elle était très heureuse pour moi et Julien, que nous semblions plus détendus et stables que nous ne l'avions été depuis des années. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Être loin de tout ce désordre social nous avait permis de nous concentrer sur notre relation réelle plutôt que de la défendre constamment. Quand j'ai déposé Pascal à l'aéroport le dimanche soir, je me suis sentie reconnaissante d'avoir une amie qui me soutenait vraiment au lieu de rivaliser avec moi. 6 semaines après avoir commencé le nouveau protocole de FIV, je me suis réveillée un mardi matin et j'ai fait un test de grossesse avant que Julien ne se lève. Je faisais des tests tous les quelques jours, même si la clinique disait d'attendre. Cette fois, 2 lignes sont apparues presque immédiatement. Je suis restée assise sur le sol de la salle de bain à le regarder pendant 1 minute entière avant de pouvoir traiter ce que je voyais. Puis j'ai commencé à pleurer si fort que j'ai dû mettre ma main sur ma bouche pour rester silencieuse. Julien a frappé à la porte de la salle de bain en demandant si ça allait. J'ai ouvert et j'ai juste brandi le test. Son visage est passé par environ 5 expressions différentes avant qu'il ne se mette à pleurer lui aussi. Nous sommes restés là, dans notre salle de bain à 6 heures du matin, à nous serrer dans les bras et à pleurer. Après 3 ans d'essai, 4 tentatives infructueuses et 75 000 € dépensés, cela se produisait vraiment. Julien a appelé le travail et a dit qu'il serait en retard. Nous sommes allés à la clinique ce matin-là pour une analyse de sang de confirmation. Les résultats sont revenus cet après-midi-là, montrant des niveaux hormonaux qui indiquaient une grossesse précoce saine. L'infirmière qui a appelé avec les résultats semblait sincèrement heureuse pour nous car elle m'avait suivi chaque matin pendant des semaines. Mon premier trimestre a été difficile d'une manière que je n'attendais pas. Les nausées ont commencé vers la 6e semaine et ne se sont jamais arrêtées. Je ne pouvais vraiment pas garder de nourriture la plupart des matins et j'ai perdu près de 4 kilos en 2 semaines. Julien a commencé à travailler à domicile 2 jours par semaine pour pouvoir m'aider. Il faisait du thé au gingembre et m'apportait des crackers au lit avant même que j'essaie de m'asseoir. Il s'est chargé de toute la cuisine et du ménage car l'odeur de la plupart des aliments me donnait la nausée. Je me sentais coupable de le voir tout faire pendant que je passais la plupart des soirées allongées sur le canapé à me sentir mal. Mais il ne s'est jamais plaint une seule fois. Il s'asseyait à côté de moi, me frottant le dos et me disant que ça irait bientôt mieux. Son dévouement pendant ces semaines m'a rappelé pourquoi la critique de Maud sur son apparence avait été si ridicule. Elle s'était concentrée sur son nez tordu et sa taille, passant complètement à côté du fait que son caractère était d'une beauté authentique. Il était là pour moi chaque jour sans rien attendre en retour. À 12 semaines, nous sommes allés à l'échographie qui nous dirait si tout se développait normalement. La technicienne a étalé du gel sur mon ventre et a déplacé la sonde pendant 1 minute. Puis elle s'est tue et a déplacé la sonde à un autre endroit. Mon cœur s'est mis à battre la chamade car je pensais que quelque chose n'allait pas. Elle a tourné l'écran vers nous et a montré 2 formes distinctes. Julien a serré ma main si fort que ça en était douloureux. La technicienne a souri et a dit que nous attendions des jumeaux. La docteure est entrée quelques minutes plus tard et a expliqué que le protocole spécifique que nous avions utilisé entraînait parfois l'implantation de plusieurs embryons. Elle a vérifié les 2 battements de cœur et a dit que tout semblait sain. Julien s'est mis à rire d'une manière légèrement hystérique. Il a dit que nous étions en train de construire toute notre famille d'un seul coup. Après avoir attendu si longtemps, je ne pouvais pas m'arrêter de regarder les images de l'échographie, montrant 2 minuscules formes qui deviendraient nos enfants.
Nous sommes rentrés à la maison comme dans un rêve et avons passé le reste de la journée simplement assis sur le canapé à digérer la nouvelle que nous allions avoir des jumeaux. J'ai commencé à remarquer vers janvier que Maud ne me traversait plus l'esprit pendant les jours normaux. Je préparais le café ou marchais pour aller au travail et je réalisais qu'elle n'était pas apparue dans mes pensées. La colère avait d'abord disparu en décembre, alors que nous défaisions encore les cartons. Puis la douleur a commencé à se dissoudre peu à peu jusqu'à devenir cette chose lointaine qui était arrivée à quelqu'un d'autre. En février, je pouvais passer des semaines entières sans me souvenir qu'elle existait. Les centaines de kilomètres entre nous ont facilité la distance émotionnelle. Je ne pouvais pas la croiser accidentellement au supermarché ou voir sa voiture garée devant les endroits où nous allions ensemble. Elle est devenue ce fantôme de mon ancienne vie qui n'avait aucun pouvoir sur la nouvelle. Julien a remarqué le changement avant moi. Il a mentionné un matin que je semblais plus légère, comme si j'avais lâché quelque chose de lourd que je portais. Il avait raison. La fin de l'amitié a fait plus mal que je ne voulais l'admettre, même en sachant à quel point elle était toxique. 15 ans d'histoire ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un vous trahit. Mais l'espace physique m'a aidé à voir clairement que la garder dans ma vie aurait lentement empoisonné tout ce que j'avais de bon. Ma docteure a mentionné un groupe de soutien pour les femmes confrontées à des problèmes d'infertilité lors d'un de mes examens fin février. J'ai failli ne pas y aller car parler de ces sentiments avec des étrangers semblait terrible, mais quelque chose m'a poussé à me présenter au centre communautaire un jeudi soir où 8 femmes étaient assises en cercle, partageant leurs histoires. La première réunion a brisé quelque chose en moi que je gardais scellé. Entendre d'autres femmes décrire exactement le même chagrin, la même frustration et la même colère que j'avais ressentie lors de nos tentatives infructueuses m'a fait réaliser à quel point j'avais été seule en essayant de tout gérer. J'ai commencé à y aller chaque semaine et j'ai finalement commencé à partager ma propre histoire sur les 4 cycles infructueux, les 75 000 € que nous avions dépensés et la dépression qui accompagnait chaque test négatif. D'autres femmes hochaient la tête pendant que je parlais car elles comprenaient ce type spécifique de perte d'une manière que la plupart des gens ne pouvaient pas. Une femme avait essayé pendant 6 ans, une autre avait entièrement abandonné après 7 cycles. Leur force m'a aidé à reconnaître la mienne. En mars, j'aidais les nouveaux membres à gérer leurs sentiments et j'offrais le même soutien que d'autres m'avaient donné. Partager ce que j'avais vécu a donné un sens au-delà de ma propre douleur. Si parler de mon expérience aidait au moins une femme à se sentir moins seule dans sa lutte, alors peut-être que toute cette souffrance avait servi à quelque chose. Julien m'a surprise début avril avec un voyage Baby Moon en Bourgogne avant que je sois trop grosse pour voyager confortablement. Nous sommes partis un samedi matin et nous nous sommes enregistrés dans une charmante chambre d'hôte entourée de vignobles. Je ne pouvais évidemment pas boire de vin, mais nous avons fait des visites, mangé une nourriture incroyable et passé des heures à parler de tout ce qui avait changé au cours des 6 derniers mois. Nous étions tous les deux d'accord que la trahison de Maud, aussi douloureuse soit-elle, nous avait poussés à des changements dont nous avions probablement besoin de toute façon. Le déménagement à Lyon nous a forcés à sortir de notre routine confortable et nous a fait reconstruire notre vie sociale à partir de zéro. Ce processus nous a aidés à apprécier ce que nous avions ensemble au lieu de le prendre pour acquis. Julien a dit qu'il était en pilote automatique depuis des années, faisant ses heures à son ancien travail, sans véritable passion pour son métier. Son nouveau poste le mettait au défi de manière qui le rendait à nouveau enthousiaste pour sa carrière. Je ressentais la même chose à propos de mon rôle de vice-présidente. La promotion m'a donné des opportunités que je n'aurais jamais eues en restant à Paris. Nous avons passé le dimanche matin allongés dans le lit, regardant le lever du soleil sur les vignobles et reconnaissant que parfois les pires choses qui arrivent finissent par conduire aux meilleurs résultats. Aucun de nous n'aurait choisi la situation avec Maud, mais nous ne pouvions nier que nos vies étaient sincèrement meilleures maintenant qu'elles ne l'étaient avant que tout n'explose. Mon ventre a grossi de façon constante en mai et juin alors que j'entrais dans le 3e trimestre. Nous avons passé les week-ends à aménager la chambre des bébés dans notre 2e chambre, peignant les murs d'un jaune doux qui convenait aussi bien à un garçon qu'à une fille. Julien a monté 2 berceaux pendant que j'organisais de minuscules vêtements par taille dans les tiroirs de la commode. Nous avons reçu tellement de cadeaux à ma fête de naissance du travail et de sa famille que nous avions assez de vêtements pour changer les bébés 3 fois par jour pendant un mois. Chaque fois que je pliais un autre body ou que j'arrangeais une autre peluche, la réalité de devenir vraiment parent me frappait à nouveau.
Nous avions désiré cela depuis si longtemps qu'une partie de moi ne pouvait toujours pas croire que cela se produisait vraiment. Julien me trouvait debout dans la chambre, regardant simplement les deux berceaux, et venait m'enlacer par derrière. Nous restions là ensemble, imaginant ce que ce serait quand la chambre serait remplie de bébés qui pleurent, de couches sales et de biberons à 3 heures du matin. L'excitation se mêlait à une pure terreur à parts égales. Aucun de nous n'avait la moindre idée de ce qu'il faisait, mais au moins nous nous lancions là-dedans ensemble, en équipe. L'email de Maud est arrivé un mercredi après-midi fin juin, 7 mois après notre confrontation téléphonique. J'ai vu son nom dans ma boîte de réception et j'ai failli le supprimer sans le lire. Mais la curiosité l'a emporté. Le message était long. Plusieurs paragraphes s'excusant à nouveau pour tout ce qu'elle avait fait et expliquant qu'elle était en thérapie depuis octobre, travaillant sur ses problèmes de jalousie et de compétition. Elle a écrit sur la façon dont elle avait passé toute sa vie à se comparer aux autres et à sentir qu'elle n'était jamais assez bien. Sa thérapeute l'a aidée à voir que harceler Julien n'était pas vraiment à propos de lui, mais de ce besoin désespéré de prouver qu'elle pouvait avoir ce que j'avais. Elle a parlé de la reconnaissance de schémas de son enfance, où sa sœur aînée recevait toujours plus d'attention et de louanges. L'email approfondissait sa prise de conscience qu'elle avait construit toute son identité autour de l'idée de me surpasser, au lieu de découvrir qui elle était vraiment en tant que personne. Elle ne me demandait pas de lui pardonner ou d'être à nouveau amie. Elle voulait juste que je sache qu'elle essayait de changer et de devenir quelqu'un de meilleur. Le ton semblait sincère, d'une manière que ses excuses précédentes ne l'étaient pas. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait fait un vrai travail d'examen de son propre comportement, plutôt que de simplement dire pardon pour se sentir mieux. J'ai lu l'email 2 fois, assise à mon bureau, la main sur mon ventre, sentant le bébé donner des coups de pied. Une partie de moi se sentait vengée qu'elle reconnaisse à quel point son comportement était mauvais. Une autre partie ressentait de la tristesse pour les années que nous avions gâchées dans une amitié construite sur une base si brisée. J'ai pensé à ne pas répondre, mais cela semblait cruel après qu'elle ait été si honnête sur ses difficultés. J'ai répondu brièvement que j'appréciais qu'elle m'informe de ses progrès en thérapie et je lui ai souhaité le meilleur dans sa croissance personnelle. Mais j'ai clairement indiqué que notre amitié ne reprendrait pas. Peu importe le travail qu'elle ferait sur elle-même, trop de mal avait été fait et trop de temps était passé pour revenir à une quelconque relation. La clôture était bonne cependant, comme si nous avancions enfin toutes les deux sur nos propres chemins. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis retournée au travail, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis que son nom était apparu dans ma boîte de réception pour la première fois. Toute guérison dont elle avait besoin était maintenant son propre voyage, séparé du mien. Mon équipe a organisé une fête de naissance au bureau quand j'ai atteint 36 semaines et que je suis partie en congé de maternité à la mi-juillet. Ils ont décoré la salle de conférence avec des ballons et des serpentins et ont empilé une table de cadeaux emballés. Ma patronne a fait un discours sur ma valeur pour l'entreprise et sur le fait que tout le monde était excité que je devienne mère. J'ai ouvert des cadeaux en mangeant du gâteau et en riant des conseils ridicules sur les bébés que les gens continuaient à offrir. Quelqu'un nous a acheté un livre intitulé « Le guide de survie des jeunes parents ». Un autre collègue nous a donné un body qui disait « J'ai passé 9 mois à l'intérieur et même moi je trouve que le boulot de maman est plus dur que le tien ». Les cadeaux étaient généreux et attentionnés. Tout, des articles pratiques comme des biberons et des langes au luxe comme un moniteur pour bébés sophistiqués et un sac à langer de créateur. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point les relations semblaient sincères. Ces personnes me connaissaient depuis moins d'1 an, mais elles se sont montrées avec un enthousiasme et un soutien réel. Cela prouvait que je pouvais construire des amitiés saines quand je ne tolérais pas les toxiques. J'avais passé 15 ans à accepter le comportement compétitif de Maud comme normal. Maintenant, j'avais des collègues qui célébraient mon succès au lieu de m'en vouloir, qui offraient de l'aide sans rien attendre en retour, qui se souciaient sincèrement de mon bien-être. Le contraste m'a fait réaliser à quel point mes standards en amitié étaient bas auparavant. Julien et moi avons commencé un cours de préparation à l'accouchement pour les parents de multiples début août. Nous y allions tous les mardis soirs et nous nous asseyions avec 5 autres couples qui attendaient également des jumeaux. L'instructrice nous a appris des techniques de respiration, des positions de travail et comment gérer 2 bébés en même temps. J'ai observé Julien à chaque cours, remarquant à quel point il était engagé par rapport à certains autres.
Il posait des questions sur la gestion de la douleur et prenait des notes détaillées sur les techniques d'emmaillotage. Un homme a passé la moitié du cours sur son téléphone pendant que sa femme semblait prête à le tuer. Un autre n'arrêtait pas de faire des blagues sur sa future fatigue, comme si sa femme n'était pas sur le point de mettre au monde 2 êtres humains. L'affirmation de Maud que je pourrais avoir mieux semblait encore plus ridicule en observant ses autres relations de près. Mieux que quoi exactement ? Mieux qu'un homme qui se montrait totalement présent et désireux d'apprendre à prendre soin de nos enfants ? Mieux que quelqu'un qui m'a tenu la main pendant chaque exercice et ne s'est pas plaint une seule fois de l'engagement en temps ? J'ai serré la main de Julien pendant un exercice de respiration particulièrement intense et je me suis sentie reconnaissante d'avoir vu au-delà des critiques superficielles de Maud. Son nez tordu et sa taille moyenne ne signifiaient rien comparé à son caractère et à son dévouement. Les jumeaux sont arrivés 3 semaines plus tard, à 37 semaines, pile dans les temps pour des multiples. J'ai perdu les os à 2 heures du matin un jeudi et nous nous sommes précipités à l'hôpital avec nos sacs prêts. Le travail a duré 14 heures, ce que la docteure a qualifié de plutôt rapide pour des jumeaux. Julien est resté à mes côtés tout le temps, me laissant serrer sa main au point de probablement lui laisser des bleus. Il m'essuyait le visage avec des linges froids, me donnait des morceaux de glace et me disait que je m'en sortais très bien, même quand je hurlais que je voulais des médicaments immédiatement. Notre fils est né le premier à 16h23, pesant 3 kilos. Notre fille a suivi 8 minutes plus tard à 16h31, pesant 2,9 kg. Ils sont tous les deux sortis en criant, roses et absolument parfaits. Les infirmières les ont nettoyés et les ont donnés à Julien pendant que la docteure s'occupait de moi. Je les regardais tenir les 2 bébés contre sa poitrine, un dans chaque bras, des larmes coulant sur son visage. Il les regardait comme si c'étaient les choses les plus précieuses qu'il ait jamais vues. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris une photo de ce moment, capturant l'amour pur et la joie. Cette photo est devenue le fond d'écran de mon téléphone pour l'année suivante. Chaque fois que je la regardais, je me souvenais pourquoi notre mariage avait survécu à tout ce qui s'était passé. Le premier mois à la maison a été un chaos complet, de la meilleure et de la pire des manières. Les bébés mangeaient toutes les 2 heures, 24 heures sur 24, ce qui signifiait que ni Julien ni moi ne dormions. Nous faisions des tours pour qu'une personne puisse avoir un bloc de 4 heures de sommeil solide pendant que l'autre s'occupait des 2 bébés. Notre salon est devenu une zone sinistrée. Je fuyais constamment du lait malgré les coussinets d'allaitement. Julien se déplaçait comme un zombie la plupart des jours, fonctionnant à la caféine pure et à la détermination. Nous avons tous les deux pleuré d'épuisement plusieurs fois, mais nous avons travaillé en équipe, partageant les responsabilités sans compter les points ni nous plaindre de qui en faisait plus. Quand j'ai craqué à 3 heures du matin parce que notre fille n'arrêtait pas de pleurer, Julien l'a prise et a fait les 100 pas dans l'appartement jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin. Quand il semblait prêt à s'effondrer après une nuit particulièrement brutale, je lui disais d'aller dormir dans notre chambre avec des bouchons d'oreilles. Sa patience pendant ces semaines éprouvantes m'a rappelé exactement pourquoi notre mariage a survécu à la situation avec Maud. Il se montrait chaque jour avec humour et amour. Nous avions construit quelque chose d'assez solide pour résister à la trahison, à un déménagement à l'autre bout du pays et maintenant au chaos absolu des jumeaux nouveau-nés. Rien dans ces premières semaines n'a été facile, mais je ne pouvais pas l'imaginer traverser cela avec quelqu'un d'autre. 6 semaines après la naissance des jumeaux, je changeais une couche sur le sol du salon quand mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Le message contenait 3 photos d'une publication sur les réseaux sociaux montrant Maud dans une robe blanche à côté d'un homme que je n'avais jamais vu. La légende disait quelque chose sur le fait d'être fiancée et d'avoir trouvé son âme sœur. J'ai regardé les photos pendant peut-être 10 secondes. J'ai ressenti une curiosité étrange et détachée, comme si je regardais des nouvelles sur quelqu'un que je connaissais au lycée. Puis j'ai supprimé le message. Julien est entré en portant des sacs de course et a demandé qui avait envoyé un message. J'ai dit que c'était l'annonce des fiançailles de Maud, d'un numéro au hasard. Il a arrêté de ranger le lait et m'a regardé avec inquiétude, s'attendant probablement à ce que je sois contrariée ou en colère. J'ai juste haussé les épaules et j'ai dit que je ne ressentais rien. La femme sur ces photos ressemblait à une étrangère dont le drame s'était produit dans une autre vie. Nous avons emmené les jumeaux pour leur visite des 2 mois un mardi matin.
Le pédiatre a mesuré leur tête et leur longueur, a vérifié leurs réflexes et nous a dit que les 2 bébés atteignaient parfaitement tous les jalons. Notre fils pesait maintenant presque 6 kilos et notre fille 5 kilos 2. Le médecin a dit que les courbes de croissance semblaient excellentes et que le développement était sur la bonne voie. En rentrant à la maison avec les 2 sièges auto attachés à l'arrière, je n'arrêtais pas de regarder leurs visages endormis dans le rétroviseur. Julien a tendu la main et a serré la mienne. J'ai ressenti une vague immense de gratitude pour la façon dont tout s'était arrangé, pour les bébés en bonne santé sur la banquette arrière et pour le mari à mes côtés qui n'a jamais abandonné. Les luttes pour la fertilité, la trahison de Maud et toute cette douleur semblaient en valoir la peine d'une certaine manière, car elle nous avait menés ici, à ce moment précis. 3 mois après la naissance des jumeaux, j'ai repris le travail à temps partiel avec un horaire flexible qui me permettait de travailler à domicile 3 jours par semaine. Julien a ajusté ses heures à l'entreprise technologique pour pouvoir partir plus tôt et s'occuper des tétés et des siestes de l'après-midi. Notre nouvel arrangement a fonctionné étonnamment bien une fois que nous avons trouvé notre rythme. J'ai découvert que j'aimais vraiment l'équilibre entre ma carrière et le fait d'être à la maison. Le travail gardait mon cerveau vif et me donnait des conversations d'adultes, mais je pouvais aussi être présente pour la plupart de leur routine quotidienne. Julien s'est avéré incroyable pour les tâches de papa au foyer, bien plus patient que moi avec les pleurs et les couches explosives. Il m'envoyait des photos pendant la journée des jumeaux faisant la sieste sur sa poitrine ou faisant des grimaces amusantes. Le voir embrasser la paternité si complètement m'a fait retomber amoureuse de lui d'une manière différente. Pascal est venue de Paris en novembre pour rencontrer les jumeaux et passer le week-end. Elle est arrivée à notre appartement avec 2 énormes sacs de courses remplis de vêtements de bébés de créateurs qui coûtaient probablement plus que notre budget mensuel d'épicerie. Elle a passé 1 heure à tenir les 2 bébés et à prendre environ 700 photos. Autour d'un café, pendant que les jumeaux dormaient, elle a mentionné qu'elle avait vu l'annonce des fiançailles de Maud. Elle a dit que tout semblait précipité et que le type avait l'air mal à l'aise sur toutes les photos, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de se marier. Je lui ai dit honnêtement que je ne m'en souciais pas assez pour en discuter davantage. Pascal a souri et a dit que c'était probablement la réponse la plus saine possible. Elle a parlé de sa propre vie, d'une nouvelle promotion au travail et d'un homme avec qui elle sortait depuis quelques mois. Avoir une amie qui pouvait venir sans apporter de drame semblait rafraîchissant et m'a fait réaliser à quel point mon amitié avec Maud avait vraiment été toxique. Julien et moi avons célébré notre 11e anniversaire de mariage en décembre. Nous avons dîné dans un restaurant italien du centre-ville pendant que mes parents étaient venus garder les jumeaux pour la nuit. Nous étions assis l'un en face de l'autre avec du vin et des pâtes et nous avons réfléchi à tout ce que nous avions traversé ensemble au cours de l'année écoulée. Les luttes pour la fertilité qui se sont finalement terminées avec succès, la trahison de Maud et la fin douloureuse de cette amitié, le déménagement à l'autre bout du pays, devenir parents de jumeaux. Tout cela avait rendu notre mariage incroyablement fort, d'une manière que je ne croyais pas possible. Julien m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi fier de la façon dont j'avais géré la situation avec Maud avec grâce. Au lieu de devenir mesquine ou méchante. Je lui ai dit que son soutien pendant nos tentatives de FIV et son dévouement en tant que père prouvaient que la critique de Maud à son égard était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Nous nous sommes tenus la main par-dessus la table et j'ai eu la certitude que nous pourrions faire face à tout ce que la vie nous réserverait ensuite. Assise à mon bureau un après-midi de janvier, j'ai réalisé que je m'étais construit une vie entièrement nouvelle à Lyon. J'avais de vrais amis grâce au travail et à notre quartier, des gens qui nous connaissaient tels que nous étions maintenant, pas comme le couple aux prises avec des problèmes de fertilité ou des drames amicaux. Ma carrière prospérait d'une manière qu'elle ne le faisait pas à Paris. Nous avions la famille pour laquelle nous nous étions tant battus. L'amitié toxique avec Maud semblait s'être produite avec une personne différente dans une vie différente, comme regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Je ne me souvenais même plus pourquoi j'étais restée amie avec elle si longtemps alors que le schéma de compétition et de jalousie était si évident avec le recul. Quand les jumeaux ont eu 4 mois, nous sommes allés rendre visite à la famille de Julien pour les fêtes. Ses parents et ses frères et sœurs sont immédiatement tombés amoureux des 2 bébés, se les passant et se disputant pour savoir qui les tiendrait ensuite. Sa mère m'a prise à part la veille de Noël pendant que tout le monde était dans le salon.
Elle m'a dit qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré la situation de Maud avec grâce et force, que beaucoup de gens auraient rendu salé en public. Elle a dit qu'elle avait toujours su que j'étais la bonne personne pour Julien, parce que je voyais son caractère au lieu de le juger sur des choses superficielles. Ces mots m'ont fait un peu pleurer car j'avais craint que sa famille n'ait entendu la version des événements de Maud. De retour à Lyon après les fêtes, je prenais un café près de mon bureau quand j'ai croisé quelqu'un de Paris dont le visage me semblait familier, mais je ne pouvais pas le situer immédiatement. Elle m'a reconnue la première et est venue dire bonjour. J'ai découvert qu'elle travaillait avec quelqu'un de mon ancienne équipe. Nous avons discuté quelques minutes avant qu'elle ne mentionne avoir entendu que les fiançailles de Maud s'étaient mal terminées juste avant Noël. Apparemment, le fiancé avait découvert son schéma de harcèlement d'hommes indisponibles et avait annulé le mariage. J'ai ressenti une brève sympathie pour Maud car cela devait être humiliant, mais j'ai surtout ressenti du soulagement de ne plus être impliquée dans son drame. La femme a semblé surprise quand j'ai dit que je n'avais pas parlé à Maud depuis près d'1 an. Elle s'attendait clairement à ce que j'aie tous les ragots. J'ai fini mon café et je suis retournée au travail, reconnaissante une fois de plus pour la distance physique entre ma nouvelle vie et ce désordre. Julien et moi avons commencé à planifier la fête du premier anniversaire des jumeaux 6 mois à l'avance, excités de célébrer cette énorme étape après des années à imaginer si nous deviendrions un jour parents. Nous avons décidé de faire une petite réunion dans notre appartement avec notre nouveau groupe d'amis de Lyon. Des gens qui nous connaissaient tels que nous étions maintenant, plutôt que qui nous étions avant. Julien voulait un thème de dinosaures et je voulais quelque chose avec des ballons. Nous nous sommes donc mis d'accord sur des dinosaures avec beaucoup de ballons colorés. Nous avons passé les soirées à regarder des designs de gâteaux et des décorations de fête, riant de la façon dont nous en faisions probablement trop pour des bébés qui ne s'en souviendraient même pas. Mais après tout ce que nous avions traversé pour en arriver là, nous voulions célébrer en grand. 9 mois après avoir déménagé à Lyon, ma patronne m'a appelé dans son bureau et m'a offert une promotion au poste de vice-présidente senior, supervisant toute la région sud-est. Le poste était assorti d'une augmentation significative et de plus de responsabilités, gérant des équipes dans 3 régions administratives. J'ai accepté immédiatement, sentant que l'avancement de carrière validait ma décision de prendre le risque du déménagement. Julien a été incroyablement encourageant quand je lui ai annoncé la nouvelle ce soir-là, disant qu'il était fier de moi et que nous trouverions ensemble la logistique de la garde d'enfants. La promotion signifiait que notre famille était financièrement en sécurité d'une manière que nous ne l'étions pas pendant les traitements de fertilité. Cela prouvait aussi que je pouvais reconstruire ma carrière dans une nouvelle ville et vraiment prospérer au lieu de simplement survivre. Nous avons interviewé 3 candidates pour le poste de nounou et avons engagé une femme nommée Colette, qui avait 10 ans d'expérience avec les jumeaux. Elle a commencé le lundi suivant, venant à notre appartement à 7 heures tous les matins pour que je puisse me préparer pour le travail sans me presser. Le coût était significatif, près de 2 000 € par mois, mais Julien et moi étions d'accord que cela en valait la peine pour maintenir ma carrière tout en ayant du temps avec les bébés le soir. Colette était patiente et chaleureuse avec les 2 jumeaux et en 1 semaine, ils étaient à l'aise avec elle pour s'occuper de leur biberon et de leur sieste. J'ai accepté officiellement la promotion de vice-présidente senior et j'ai commencé mes nouvelles responsabilités. Le travail exigeait plus de voyages qu'auparavant, mais j'ai planifié les déplacements avec soin autour des horaires des jumeaux et de la disponibilité de Colette. Un mardi matin, 3 semaines plus tard, j'étais assise à notre table de cuisine à siroter un café pendant que Julien jouait avec les jumeaux sur le sol du salon. Ils faisaient des grimaces et ils riaient tous les deux, leurs petites mains tendues vers lui. Je les ai regardés ensemble et j'ai senti quelque chose changer en moi, une reconnaissance silencieuse que j'étais vraiment heureuse d'une manière que je ne l'avais pas été avant que tout n'arrive avec Maud. La trahison m'a forcé à regarder ma vie lucidement et à déterminer ce qui comptait vraiment au lieu de simplement suivre le courant. J'avais un mari qui faisait rire nos bébés, une carrière pour laquelle j'avais travaillé dur et de vrais amis qui nous soutenaient. L'amitié toxique que j'avais perdue m'empêchait d'apprécier ce que j'avais déjà. Les jumeaux ont commencé à faire leur nuit de manière constante quand ils avaient 7 mois et soudain, Julien et moi avions de nouveau des soirées pour nous. Après qu'ils se soient endormis à 19 heures, nous nous asseyions sur notre canapé avec du vin et nous parlions vraiment comme nous le faisions avant l'arrivée des bébés.
Un soir, nous discutions de nos finances et nous avons réalisé que nous étions en meilleure forme que nous ne l'avions été depuis des années, même avec les dépenses de la nounou. Julien a mentionné l'idée d'essayer d'avoir un autre bébé dans quelques années et j'ai ri de la différence de notre situation par rapport aux années de traitement de fertilité infructueux. Nous étions passés de la lutte pour avoir un enfant à l'envisagement d'un troisième, et l'ironie n'a échappé à aucun de nous. 1 an après la confrontation avec Maud, j'ai emménagé dans mon nouveau bureau d'angle avec des fenêtres donnant sur la ville. J'ai mis des photos de Julien et des jumeaux sur mon bureau, juste là où je pouvais les voir chaque fois que je levais les yeux de mon ordinateur. Assise là ce premier matin, je me suis sentie reconnaissante de la façon dont tout s'était arrangé d'une manière que je n'attendais pas. L'amitié que j'avais perdue m'empêchait de reconnaître l'amour sincère et le succès que j'avais déjà. Et m'éloigner de cette toxicité a ouvert la voie à un bonheur réel et à une croissance que je ne savais pas possible. Commentaire, j'espère que cette histoire vous a touché. Parfois, les adieux les plus difficiles sont aussi les plus nécessaires pour notre bien-être. Protéger sa paix intérieure est un acte profond d'amour-propre. Nous avons le pouvoir de choisir les personnes qui méritent une place dans notre vie. Les relations les plus précieuses se construisent sur la confiance et le respect, bien au-delà des apparences. La guérison demande du temps, du courage et parfois de la distance. La vraie victoire n'est pas la vengeance, mais la capacité de tourner la page pour construire un avenir serein. Je vous encourage à toujours choisir ce qui nourrit votre sérénité plutôt que ce qui alimente le chaos. Vous méritez des relations qui vous célèbrent, pas qui vous mettent en compétition. Prenez bien soin de vous. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.